Notre session de communication orale et donc on va passer à la 5e communication. Donc et j'appelle Dr Erdik pour communiquer l'allaitement maternel exclusif auprès des 100 mamans au centre de santé, service de pédiatrie, réanimation néonatale au CHR Moulay El Hassan à Laayoune. Donc, rebonjour, chers maîtres, chers jurés. Rebonjour tout le monde, chers maîtres, chers jurés, honorables assistances. Donc, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui afin de vous entretenir sur un sujet qui me tient au cœur. Il s'agit alors de l'allaitement maternel exclusif, réalisé au centre de santé de la ville de Laayoune. Le plan qu'on va adopter est le suivant. On commence par une introduction suivie des objectifs de ce travail. Ensuite, on va présenter parties matérielles et méthodes, illustrer les principaux résultats de notre étude afin de discuter la littérature avant de conclure. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'allaitement maternel est reconnu comme le mode le plus naturel et le mieux adapté pour nourrir un nourrisson. L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2001 un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, puis sa poursuite jusqu'aux 2 ans au plus, accompagnée d'une alimentation complémentaire appropriée. Cela contribue à la réduction de la morbimortalité infantile, la protection contre les infections, l'amélioration du développement cognitif, mais aussi des avantages pour la maman sur sa santé, sans oublier l'économie familiale. Cependant, malgré ces nombreux bénéfices, l'allaitement maternel exclusif reste encore insuffisamment pratiqué au Maroc. Quelle est donc sa réalité dans notre région du Sud? Pour répondre à cette question, notre étude avait pour objectif, premièrement, mesurer la prévalence de l'allaitement maternel exclusif dans une population consultant en centre de santé. Deuxièmement, identifier les contraintes principales qui entravent sa pratique selon le vécu et le témoignage direct des mamans. Dans notre approche, c'est appuyé sur une étude transversale réalisée sur une période de 15 juillet au 15 septembre 2025, durant laquelle un interrogatoire interpellant une centaine de mamans venues pour la vaccination de leur enfant âgé d'1 semaine à 18 mois, dans les centres de santé de 25 mars et Al-Quds à la ville de Laayoune. Les données ont été recueillies dans un questionnaire standardisé, une base de données conçue pour explorer 4 axes principaux. Les caractéristiques socio-démographiques, les pratiques d'allaitement, le niveau de connaissance des recommandations et des bénéfices, et surtout la nature et la fréquence des difficultés rencontrées. Les résultats de cette étude mettent en évidence les caractéristiques socio-démographiques suivantes. La majorité des mamans, soit 65%, étaient âgées de 16 à 25 ans, 25% de 25 à 35 ans, 10% de 36 à 44 ans, avec un âge moyen de 25 ans. En ce qui concerne le niveau d'instruction, 30% des mamans avaient un niveau d'études secondaires, 25% un niveau primaire, même valeur pour un niveau supérieur et 20% réservé pour les analphabètes. Par ailleurs, 30% des mamans exerçaient une activité professionnelle, ce qui peut constituer un obstacle à poursuivre l'allaitement. La plupart des mamans étaient mariées, dans 70%, tandis que 5% étaient célibataires. Concernant les caractéristiques obstétricales, 40% des mamans étaient primipares, sans expérience préalable de maternité. Par ailleurs, 30% avaient accouché par césarienne, qui est un mode d'accouchement souvent associé à un retard de mise au sein précoce. En ce qui concerne le soutien, la majorité des mères, soit 87%, ont déclaré avoir bénéficié d'un encouragement familial, alors que seulement 30% ont reçu un soutien direct des professionnels de santé.
La promotion de l'allaitement maternel exclusif représente dans notre région 45%. La mise au sein précoce avant 1 heure concernait 3% des nourrissons. 88% ont été allaités entre 1 et 6 heures et 9% après 6 heures. À propos de la fréquence, plus de la moitié des mères allaitaient à la demande, tandis que les autres suivaient des horaires fixes. La diversification alimentaire avec maintien de l'allaitement maternel était généralement réalisée entre 4 et 6 mois avec un taux de 62,7%. Devant ce résultat, il est pertinent de demander quelles sont les principales difficultés rencontrées par les mamans dans notre région lors de l'allaitement maternel. Donc, pour les principales difficultés exprimées par les mamans, l'insuffisance de lait arrive en tête, touchant 38,4%, suivi de la douleur au sein, la reprise du travail, puis le refus de téter. Dans notre région, certaines croyances influencent l'allaitement. Par exemple, les mamans préfèrent de l'interrompre pour adhérer aux normes de la beauté. En dernier, on retrouve la maladie maternelle, notamment le VIH, dont le taux reste tout de même significatif dans notre contexte, qui est constitué un facteur limitant l'allaitement maternel exclusif. Pour le maintien de l'allaitement maternel, 33% des nourrissons sont allaités jusqu'à 3 mois, 22% jusqu'aux 6 mois, 25% jusqu'à 1 an et 20% entre 1 an et 18 mois. À la lumière de ces résultats, nous entamons la discussion suivante. Dans notre étude, presque la moitié des mamans pratiquent l'allaitement maternel exclusif, ce qui est encourageant. Cependant, ce taux reste légèrement inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 48% selon les données de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF en 2023. Par conséquent, il existe encore un écart important avec la cible internationale fixée par l'OMS, qui vise 70% de promotion d'allaitement maternel exclusif d'ici 2030. Cela montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la pratique et atteindre cet objectif. Le taux de 45% est inférieur aussi à celui de Marrakech, qui atteignait les 50,2% en 2021. Néanmoins, il reste supérieur à la moyenne nationale estimée à 35% selon l'enquête nationale réalisée en 2018. Dans un cadre plus large, ce résultat ne manquait pas d'espoir, notamment face au taux de 18% enregistré en Tunisie en 2023 et celui de 42% enregistré au Sénégal. En revanche, certains pays asiatiques, comme l'Inde et le Bangladesh, rapportent des taux plus élevés, dépassent 55 à 60%, ce qui peut s'expliquer par des politiques de soutien, des accompagnements de sensibilisation et des congés de maternité favorables à la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Les obstacles identifiés dans notre étude, principalement l'insuffisance de lait perçue et la reprise du travail, sont largement décrits dans la littérature. L'insuffisance de lait est souvent subjective et liée à un manque de conseils sur la fréquence et la durée des tétées. Une revue systématique internationale réalisée en 2021 rapporte que la perception d'insuffisance de lait est des motifs les plus fréquents d'arrêt précoce de l'allaitement, mentionné par 30 à 50% des mères. La reprise du travail constitue également un obstacle majeur, surtout en absence de congés de maternité suffisants ou bien des structures adaptées. Une étude en Éthiopie en 2022 montre que 54,8% des mères employées poursuivent l'allaitement maternel exclusif contre 73% des mères non employées. Pour cela, l'ONICEF insiste sur l'importance de politiques sociales favorables, un congé de maternité prolongé, des espaces d'allaitement sur le lieu de travail et des horaires qui sont flexibles. Dans les pays où ces mesures existent, comme en Scandinavie, les taux d'allaitement maternel exclusif sont nettement plus élevés. En conclusion, le soutien social joue un rôle déterminant dans la réussite de l'allaitement maternel exclusif. Dans notre étude, 87% des mères se sentaient encouragées par leur entourage. D'autres travaux confirment que l'appui du conjoint et de la famille et des professionnels de santé augmente significativement la durée de l'allaitement maternel. Une méta-analyse publiée en 2016 montre que le soutien communautaire peut augmenter la pratique de l'allaitement maternel exclusif de 30%. Pour conclure, l'allaitement maternel exclusif demeure insuffisamment pratiqué dans notre région, d'où la nécessité de mieux sensibiliser les mères sur les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif, mettre en place des programmes de soutien au milieu familial et professionnel, encourager le personnel médical et paramédical pour garantir un accompagnement adéquat dès la naissance. L'allaitement maternel exclusif n'est pas seulement un choix individuel, mais c'est un enjeu. Merci pour votre attention.
Merci. Donc, toujours dans le même sens de l'allaitement maternel, j'appelle Dr Safadi pour sa communication intitulée « Évaluation des pratiques de l'allaitement maternel parmi les mères des enfants hospitalisés au CHR Hassan II Agadir ». Chers maîtres, chère assistance, permettez-moi de vous présenter le résumé de notre travail intitulé Évaluation des pratiques de l'allaitement maternel parmi les mères des enfants hospitalisés au CHR Hassan II d'Agadir. En guise d'introduction, l'allaitement maternel, L'allaitement maternel est la suite naturelle de la grossesse. Il offre une transition douce et renforce le lien mère-enfant et il est l'aliment le plus idéal pour le nourrisson. L'OMS s'est fixé en 2012 un objectif de 50% d'allaitement maternel exclusif à 6 mois à l'horizon de 2025. Malheureusement, à ce jour-là, nous sommes toujours loin de ce chiffre. De nombreux facteurs peuvent influencer le mode de choix de l'allaitement et peuvent en compromettre la continuité. Donc nous nous sommes fixés ces objectifs pour le travail. Évaluer les pratiques de l'allaitement maternel, déterminer les principaux facteurs qui influencent le choix ou non de l'allaitement paternel, étudier l'impact de l'hospitalisation sur le déroulement de l'allaitement maternel et évaluer les connaissances des mères sur l'allaitement maternel. Pour ce faire, nous avons mené une étude observationnelle transversale à visée descriptive et analytique. Elle était réalisée sur une durée de 6 mois, de juillet 2024 à décembre 2024, au service de pédiatrie et chirurgie pédiatrique du centre hospitalier Hassan II d'Agadir. Et elle a inclus les femmes ayant un enfant répondant aux critères d'inclusion. Nos critères d'inclusion et exclusion sont exposés sur la plaque. Nous avons, pour nos résultats, il y a un problème. Nous avons mené des questionnaires avec les mamans et nous avons rempli des fiches avant d'étudier des paramètres liés à la maman, au mode d'allaitement, à l'impact de l'hospitalisation sur l'allaitement maternel. Et sur le plan éthique, nous avons respecté le consentement et l'anonymat des participants. Les résultats de notre étude étaient comme suit. D'abord, nous allons commencer par les résultats descriptifs. Nous avons inclus 112 femmes. La prévalence de l'allaitement maternel exclusif était de 31,3%. La durée moyenne de l'allaitement était de 9,9 mois et 38% des mères ont maintenu l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois avec une durée moyenne de 4,6 mois. La description sociodémographique des femmes a montré 39% de mamans qui ont une scolarité secondaire, 79% des mamans qui étaient des femmes au foyer et 46% qui avaient un revenu inférieur au SMIC. Dans notre étude, les bébés âgés de 7 à 12 mois étaient les plus nombreux avec un âge moyen des nourrissons qui était de 11 mois. Seulement 42% des mamans ont reçu des conseils prénataux concernant l'allaitement maternel et ces conseils ont porté surtout sur les avantages du lait maternel à la mise au sein précoce. 21% des nouveau-nés ont été séparés de leur maman immédiatement après l'accouchement. Et seulement la moitié des mères ont déclaré avoir reçu des conseils relatifs à l'allaitement maternel lors du séjour à la maternité. Donc, 35% des nouveau-nés ont reçu d'autres liquides non lactés avant la première tétée. Le délai de mise au sein avant 1 heure de vie était de 42% et 22% n'ont reçu le sein qu'après 24 heures de vie. Par ailleurs, 13% des mamans ont utilisé une tétine pour leur bébé. Presque la totalité des femmes ont rencontré des difficultés au cours de l'allaitement maternel en intra-hospitalier. À type physique, surtout les crevasses, et à type psychologique, surtout la peur de ne pas réussir à satisfaire les besoins de son enfant. La diversification alimentaire était en moyenne entamée à 5,6 mois. Et le sevrage d'allaitement maternel était principalement à cause de l'insuffisance lactée chez 60% des femmes. Au cours de leur séjour en intra-hospitalier, 67% des femmes allaitantes ont rencontré des difficultés liées au stress de l'hospitalisation. Ce schéma illustre la connaissance des femmes sur l'allaitement maternel. 97% des femmes savaient qu'il faut mettre au sein immédiatement. 94% considéraient l'allaitement maternel comme l'aliment de choix. Mais il faut voir que 38% estimaient nécessaire de recourir à un lait artificiel. Et 98% des femmes recevaient des informations sur l'allaitement maternel de leur entourage et pas des professionnels.
Passons aux résultats analytiques. Ces tableaux montrent que notre étude n'a pas trouvé de lien significatif entre le mode d'allaitement et les caractéristiques sociodémographiques, économiques, caractéristiques de grossesse et de l'accouchement chez les femmes. Par contre, la séparation mère-enfant à la naissance, l'utilisation de la tétine et l'utilisation du biberon à la maternité réduisaient significativement la prévalence de l'allaitement maternel exclusif. En bleu sont montrés les facteurs qui augmentent la durée de l'allaitement maternel exclusif, à savoir la scolarisation des femmes, le revenu moyen ou élevé, avoir reçu des conseils en prénatal, éducation à la maternité et à la mise au sein précoce. En revanche, la séparation mère-enfant, l'administration précoce du biberon, l'utilisation de biberon à la maternité sont des facteurs qui réduisent significativement la durée de l'allaitement, comme montré en rouge. Passons maintenant à la discussion. Dans notre étude, la prévalence de l'allaitement maternel exclusif était de 31,3%, un chiffre qui n'est pas loin de l'étude en Libye avec 38%. Cependant, elle est inférieure à ce rapporté dans plusieurs études internationales, à savoir le Pérou et l'Algérie, avec des taux de 70% chacun. Au niveau national, notre prévalence est nettement plus basse par rapport à l'étude de Saadia Agadir, faite en 1996, qui a montré un chiffre à 66%, et même de celui de Habibi à Casablanca, avec un chiffre similaire. Notre étude n'a pas objectivé d'impact négatif significatif de la séparation mère-enfant, contrairement aux études à Marrakech, Kenya, et Kenya, et même au Brésil. Par ailleurs, ces séparations influencent significativement la durée de l'allaitement maternel exclusif. Ce dernier est montré par notre étude ainsi que celle de Jaafar et Hall. Enfin, 68% de nos patients ont reçu du lait artificiel pendant l'hospitalisation et 26% ont arrêté l'allaitement maternel durant l'hospitalisation. Ces résultats relèvent une tendance vers l'utilisation du lait artificiel en intra-hospitalier, similaire aux résultats de Lupia et Hall et Folingo et Hall. À la lumière de nos résultats, nous exposons ici nos suggestions afin de soutenir l'allaitement maternel efficace. Assurer le contact peau à peau et tétée précoce. Limiter les séparations mère-nouveau-né en lançant des unités kangourou. Adopter une bonne position du bébé et une prise correcte du sein. Informer et former à la fois l'entourage médical et le personnel médical et paramédical. Transmettre un soutien émotionnel actif et personnalisé aux mamans. Encourager l'allaitement exclusif et à la demande. Et répondre à l'impossibilité des mamans à faire une succion directe par apprendre à faire un tire-lait. En conclusion, l'allaitement maternel n'est pas un choix, mais c'est pas seulement un acte de nourrir, mais un véritable soin global pour la maman et pour le nourrisson. Bien que ces bienfaits sont très connus à l'échelle mondiale, ils restent insuffisamment pratiqués malheureusement, d'où un accompagnement prénatal et postnatal qui doivent être renforcés afin de promouvoir cette action qui est une stratégie nationale visant à améliorer la santé de la maman et du nourrisson. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on passe à la prochaine communication. J'appelle Dr Educar. La communication. Dr Educar. Donc, on passe à la communication de Dr Radi, les complications infectieuses chez les enfants néphrotiques, expérience du service de pédiatrie B au CHU Mohamed VI de Marrakech.
Bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers assistants, honorables jurés, permettez-moi de vous présenter un résumé de mon travail intitulé Les complications infectieuses et autres chez les enfants néphrotiques, dont on a rapporté l'expérience de notre service de pédiatrie BCHU Mohamed VI de Marrakech, sous l'encadrement de mes honorables professeurs. Donc, pour traiter la question, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, on va passer aux revues et patients et les méthodes utilisées, exposer les résultats, les discuter et on terminera par une conclusion. Donc, en guise d'introduction, le syndrome néphrotique chez les enfants, comme on le sait tous, c'est une entité anatomoclinique définie par une protéinurie classiquement supérieure à 50 mg kg et une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre, dont la physiopathologie reste imparfaitement connue. Donc, c'est l'une des néphropathies glomérulaires les plus fréquentes survenant chez l'enfant âgé de 2 à 12 ans. En dehors des néphroses lipoïdiques, le syndrome néphrotique peut être secondaire à de diverses étiologies, notamment immunologiques, métaboliques, néoplasiques, médicamenteuses et infectieuses. Elle peut être un syndrome néphrotique congénital présent à la naissance, comme elle peut être corticorésistant, corticosensible ou corticodépendant. Donc, les complications liées au syndrome néphrotique, telles que les infections, sont en premier lieu et les accidents thromboemboliques. Elles peuvent se voir lors de la poussée, nécessitant un diagnostic précoce, une prise en charge rapide et ils peuvent engager le pronostic vital dans la prévention basée principalement sur la vaccination et les mesures hygiéno-diététiques. Donc, concernant les patients et méthodes, c'est une étude descriptive, rétrospective, portant sur 465 enfants suivis au service de pédiatrie B, au CHU Mohamed VI de Marrakech, pour un syndrome néphrotique pour une période de 14 ans, entre le mois de janvier 2011 et le mois d'août 2025. Donc, pour les critères d'inclusion, le recueil des données a concerné tous les enfants néphrotiques hospitalisés au service de pédiatrie B, avec une protéinurie supérieure à 50 mg kg, associant à une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre. On a exclu les dossiers incomplets et cette étude avait comme objectif d'analyser les différents types de syndrome néphrotique, le profil épidémiologique des différentes complications infectieuses et la corrélation entre les différents traitements et la survenue des infections chez les enfants atteints de syndrome néphrotique. Donc, nos résultats étaient comme suit. On a noté une prédominance masculine chez nos malades avec un sexe ratio de 1,8. La moyenne d'âge au moment du diagnostic était de 5 ans et 9 mois, avec un âge de révélation de la maladie entre 1 an et 10 ans, dans 64% des cas. Les patients ayant des antécédents pathologiques particuliers dans notre série constituaient 14% de la population étudiée. Elle prédominait principalement par la consanguinité dans 20%, le diabète, la maladie cœliaque et la tuberculose dans 1,5% des cas chacun, alors que les patients ayant des cas similaires dans la fratrie représentaient uniquement 1,99% des cas. Donc 35% des patients ont reçu la vaccination contre la grippe. La grande majorité, qui était 80%, n'a reçu qu'une à 3 doses, même si l'ordonnance a été délivrée aux parents. Donc, les principaux signes cliniques étaient dominés par le syndrome œdémateux généralisé dans 98% des cas, la fièvre, la douleur abdominale, l'HTA dans 22% et la dysurie, l'hématurie, les signes respiratoires dans 11 à 13% des cas. Donc, la bandelette urinaire a objectivé une protéinurie positive chez nos patients avec une protéinurie de 24 heures néphrotique allant jusqu'à plus de 200 mg par kilo par jour chez 10% des cas, avec une hypoalbuminémie profonde inférieure à 10 g par litre dans 6,3% des cas. 67% des patients représentaient le syndrome néphrotique pur, alors que 32,5% un syndrome néphrotique impur. Donc, le syndrome néphrotique primitif représentait 81% de nos patients, alors que le syndrome néphrotique secondaire était 11% des cas. Secondaire le plus fréquemment un lupus chez 11 patients, un purpura rhumatoïde dans 5 patients, glomérulonéphrite post-infectieuse, post-streptococcique plus précisément chez 21% des cas, origine néoplasique chez ces patients, et secondaire au traitement, notamment la D-pénicillium, chez un seul cas. Le syndrome néphrotique infantile chez 21 malades, soit 6%, et le syndrome néphrotique congénital chez 9 malades. Donc la ponction biopsie rénale a été réalisée chez 38% des malades, dont les indications ont été posées devant l'âge supérieur à 10 ans, inférieur à 1 an, le caractère impur, le syndrome néphrotique est cortico-résistant. Et dans 43% des résultats, la PBR était en faveur de lésions glomérulaires minimes,
dans 21%, et l'hyalinose segmentaire focale dans 18%, les lésions membranoprolifératives et 7% pour les malades ont été biopsiés comme glomérulonéphrite extra-cap, extramembraneuse et AIGA. Donc la corticothérapie par voie orale était le traitement de base chez nos malades. Tous les patients ont été traités par la prednisone à dose de 60 mg par mètre carré par jour pendant une durée de 4 semaines lors de la première poussée et jusqu'à la négativation pour la bandelette urinaire pour les rechutes, associé à un traitement adjuvant à base de calcium, vitamine D et des mesures hygiéno-diététiques avec une protéinurie de 24 heures de contrôle. Donc le bolus de corticoïdes à base de méthylprédnisolone à raison de 3 bolus à 48 heures d'intervalle à la dose de 1 g par 1,113 mètres carrés, dans 53% des cas, alors que la persistance de la protéinurie devant les patients avec une persistance de la protéinurie après 4 semaines de la corticothérapie pleine dose. Donc 26% des cas étaient corticosensibles, 45% corticodépendants et 28% corticorésistants. Une perfusion d'albumine et de PFC a été faite dans 35% des malades avec des signes d'hypovolémie. Les diurétiques ont été prescrits chez 151 malades. La furosémide était le diurétique de choix, tandis que le traitement immunosuppresseur a été prescrit chez 31,5% des malades prédominés par les cyclophosphamide dans 36% des cas, l'MMF dans 31% et le tacrolimus dans 12% des cas. Donc l'infection est la complication la plus courante du syndrome néphrotique et l'entrave le traitement de la maladie rénale sous-jacente conduit à une rechute de syndrome néphrotique, augmente le taux d'hospitalisation et conduit même à des augmentations de la mortalité. Le nombre de rechutes de causes infectieuses entre 1 à 9 rechutes avec une moyenne de 3. Les principales infections chez les malades étaient les infections urinaires à 19%, les infections ORL 21%, les infections respiratoires basses à 13%, les infections cutanées gastro-entérales à 9,4% des cas et la péritonite médicale dans 6% des cas et les infections neuroméningées 0,41% des cas. Donc, les différents germes identifiés dans notre étude ont été cités dans le tableau suivant. L'Escherichia coli est le germe de cause d'environ 63% des infections urinaires. Les autres bactéries sont la KP dans 10,8% des cas. Staph aureus résistant à la méthicilline dans 7,8% des cas. Le strepto alpha hémolytique dans 5,3% des cas. La cénitobactère dans 1,4%. Le proteus dans 0,5% et l'entérocoque sont les plus rares. Donc, environ 70% des souches de l'Escherichia coli sont actuellement sensibles et 30% résistants. Les streptopneumonies en cas de péritonite médicale, des infections neuroméningées, des septicémies étaient sensibles à la C3G. Par contre, le staph était multirésistant chez 2 patients. Donc, la PCR respiratoire objectivait le virus de la grippe chez 4 malades, rhinovirus chez 2 malades et Covid-19 chez 6 malades, tandis que les infections gastro-intestinales étaient causées par l'Escherichia coli endopathogène dans 4 cas et l'Entamoeba histolytica et l'Enterobacter dispar chez 1 cas chacun. Donc, les principaux traitements prescrits étaient comme suit: l'amoxicilline, amoxiclave en première intention en cas de pneumonie et des infections cutanées et les infections ORL. La C3G dose de 50 mg kg dans les infections urinaires, dans les péritonites médicales et les gastroentérites. Le métronidazole était aussi prescrit. Est-ce que tu peux conclure? Oui, et l'association des traitements symptomatiques, la cyclovir, dans les cas de varicelle. Donc, je vais sauter la discussion. En guise de conclusion, oui, notre objectif principal de ce travail, c'est d'évaluer le profil épidémiologique des différentes complications infectieuses et les comparer aux données de la littérature, notamment Maintenant, il y a un problème ici. Non. Donc, en guise de conclusion, les complications liées à la néphrose sont dominées par les infections nécessitant un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate. Elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital des enfants. Les principales infections sont dominées par l'infection respiratoire haute, pneumonie. Les infections urinaires représentent les 2/3, suivies par des infections cutanées et gastro-entérales. Les différentes réponses au traitement corticoïde n'augmentent pas le risque de survenue de l'infection et la vaccination en pneumocoque a permis de réduire la fréquence des rechutes chez les patients en syndrome néphrotique. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, nous allons enchaîner avec la communication du Dr Radi.
syndrome d'activation macrophagique en pédiatrie. Donc, service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Honorable jury, honorable assistance. En attendant de régler ce problème technique, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport aux présentations sur l'allaitement maternel, sur les complications infectieuses du syndrome néphrotique? Madame Aïtsab, professeur Aïtsab, professeur de néphropédiatrie et de rhumatologie pédiatrique au CHU de Marrakech. C'est d'accord. se traite actuellement par cyclophosphamide. Alors là, c'est des malades qui remontent à 2011, comme vous avez vu, et à l'époque, les immunosuppresseurs n'étaient pas disponibles. Par la suite, ils sont devenus dispo, mais très chers. Avec l'avènement donc du générique, on a pu quand même augmenter le nombre de malades. Donc le cyclophosphamide n'est plus utilisé dans le syndrome néphrotique ou dans la néphrose lipoïdique, sauf vraiment des cas exceptionnels où on ne pourra pas utiliser le MMF ou le tacrolimus parce que l'endoxan, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il a donné beaucoup d'effets dans le temps, mais actuellement, il y a d'autres qui sont meilleurs. Ma deuxième chose que je voulais préciser aussi, vous avez remarqué que le pourcentage de diagnostic de syndrome néphrotique impur était plus important que le nombre de biopsies rénales. Et vous allez vous demander pourquoi il y a ce taux alors qu'il n'y a pas de nombre de biopsies corollaires. Je vous réponds tout simplement que les malades, malheureusement là, ces questions d'archivage, ces questions de gestion, les syndromes néphrotiques, les néphroses lipoïdiques, quand ils arrivent en poussée, ils peuvent avoir une petite hématurie microscopique. Et les résidents et les médecins qui sont jeunes les retiennent syndrome néphrotique impur. Donc impur égale biopsie rénale. Donc c'est des choses, là ce que vous avez vu, c'est une étude qui vous montre et qui vous laisse réfléchir de faire la différence entre le passé et actuellement. La néphrose lipoïdique, elle a changé complètement donc de prise en charge, de facettes, et maintenant on est sur la phase du rituximab, tout en sachant que peut-être les choses là, subhanahu wa ta'ala, qui diront dans les normes ou dans le mieux pour... Avant, on avait beaucoup de syndromes néphrotiques qui étaient corticodépendants, gentils. Maintenant, on a
beaucoup de syndromes néphrotiques corticorésistants et ou là, corticodépendants à très forte dose. Et donc, on utilise de plus en plus d'immunosuppresseurs et de biothérapie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? L'allaitement maternel. Juste une petite remarque sur la présentation des complications infectieuses. Premièrement, je remercie le professeur Etzheim pour ce grand travail, effectivement. 460 c'est une grande série. Et comme vous avez dit, on peut retirer beaucoup de leçons pour cette grande série. Et juste pour la résidente qui a présenté le travail, parce que le titre, c'était les complications. Donc il fallait normalement passer juste rapidement sur la série et entrer directement sur le chapitre. Mais c'était très bien pour nous, effectivement. On a vu la série. Et moi aussi, j'avais cette remarque parce que quand même 38% ont bénéficié de... C'était un peu bizarre. Mais tabarakallah, vraiment, je pense que ça va rentrer même dans l'histoire de la néphrologie pédiatrique. Oui. Docteur Khelnous, pédiatre libéral à Tiznit. Merci, professeur. J'ai une question juste pour les deux sujets concernant l'allaitement maternel exclusif. En pratique, qu'est-ce que vous faites en cas de césarienne? Est-ce que vous mettez la tétée précoce? Parce que la plupart du temps, on propose un biberon. Les parents sont un peu perdus. Est-ce qu'il y a un travail fait là-dessus? Et deuxièmement, l'intérêt d'une consultation avant la naissance pour les parents, pour les sensibiliser sur l'allaitement maternel. Parce que c'est un rôle quand même du gynécologue, de la sage-femme, une consultation avant la naissance pour promouvoir l'allaitement maternel, parce qu'il y a un label hôpital ami de bébé. Et dans ce cas, il y a beaucoup de publicité faite là-dessus. Et moi, j'ai une question pour la césarienne. Est-ce que vous donnez le biberon? Ou comment vous faites pour le... Parce que quand même, si on donne un biberon de lait pour des mamans qui vont allaiter exclusivement au sein, il y a un risque d'avoir une allergie une fois le lait artificiel introduit au moment de la diversification. Oui, est-ce que la question ou les questions sont claires? Merci, docteur Nous, pour votre question. Bon, pour la première question, malheureusement, ici, à notre hôpital, c'est HR d'Agadir, toutes les femmes passent par une anesthésie générale. Donc, il y a la séparation et généralement, ils donnent un biberon de lait artificiel pour tous nos patients, pour notre cohorte. Pour les conseils en prénatal, les conseils à la maternité, malheureusement, notre étude a montré que c'est toujours déficient. Il y a 23% des mamans qui n'ont reçu aucun conseil, 46% des mamans qui ont séjourné en maternité 3 jours ou plus sans aucun conseil. Donc, il y a toujours le problème. Est-ce que vous avez eu... Venir. Quand les mamans césarisées, donc les bébés malheureusement sont entre guillemets nourris artificiellement. Et la recommandation actuelle, c'est quand les mamans vont allaiter exclusivement au lait, il est recommandé de donner 10 millilitres de lait artificiel chaque jour pour que le bébé soit en contact avec le lait artificiel, parce que les études ont montré quand même il y a des risques d'intolérance au produit de vache avec des réactions sévères. Est-ce que ce protocole est appliqué en général, puisque vous parlez d'un peu de l'allaitement maternel exclusif pour le promouvoir, est-ce que cette habitude est utilisée dans votre service ou pour les mamans en général qui sont césarisées et qui ont déjà eu un biberon de lait? Je ne parle pas des accouchements normaux, la mise au sein est très importante, et aussi l'intérêt du pot à pot qui stimule l'allaitement et ça donne l'envie il y a un lien social, un lien affectif, ça sensibilise la maman, même s'il n'a pas encore réfléchi, d'allaiter le sein, parce que le bébé, quand il est mis en pot à pot, il cherche à lui-même à téter. Dans notre service, non. Cette pratique n'est pas vraiment appliquée. Et d'ailleurs, c'est une information même pour moi. Je viens d'apprendre qu'il y a un certain protocole comme ça. Peut-être on doit le discuter avec le service de maternité parce qu'il est très intéressant. Je ne sais pas pour la collègue. Pour la première question, ce qui concerne les césariennes, ensuite de couche, normalement,
on n'a pas un allaitement précoce, mais les césariennes, par contre, ça passe par anesthésie locale, oui. Donc après 6 heures, il y a un allaitement maternel, mais dans les cas exceptionnels, si la maman est diabétique, il y a un risque des hypoglycémies, donc on préconise qu'il s'allaite au biberon. Après, on switch à l'allaitement maternel. Donc on passe chaque jour aux suites de couches pour conseiller les mamans de les mettre au sein, surtout on profite de colostrum. Ça, ce qui concerne les suites de couches. Pour les centres de santé, d'où on a pratiqué l'étude, les mamans, ils ont réussi à avoir une communication avec une unité construite au centre de santé par des sages-femmes et des infirmières pour la communication prénatale. Donc, elle insiste sur l'allaitement maternel exclusif. Donc, les accouchements normaux, la plupart, c'était allaitement maternel exclusif. Et les césariennes, après leur sortie, ils donnent le sein. سمحتم يعني هذا الامر امر مهم يعني الفاصل فيه هو الاب والام. عندما يكون الام متشبته بالرضاعه الطبيعيه والاب واقف على الامر، يعني تكون المساهمه ديالو، لان الام كتكون متعبه وهذا كتنجح العمليه ديال الرضاعه منذ الانطلاقه الاولى، لانه هو كيوقف وكيقول لهم عافاكم ما تعطوش الحليب الاصطناعي. وانا ما نظنش بانه ملي يوقف الاب والام ويقول الطبيب الى ساج فامي تو الموند ما عافاكم ما تعطوش حليب اصطناعي، واش غادي يعطيو؟ وغيكون تشجيع وغيكون اذا هذا الامر، وغنرجعوا كترجع لنا الكره في الاخير. هاد الام وهاد الاب وصلوا هاد القناعه انطلاقا من الدور ديال الطبيب كما قال الدكتور الخنوس قبل الولاده، ماشي حتى الولاده اللي غنبداو حنا هذا. On va enchaîner, si vous permettez, avec les communications qui restent, parce qu'on est pris par le temps. Donc, la prochaine communication sur le syndrome d'activation macrophagique en pédiatrie B. Merci. Merci, Merci, professeur. juste respecter le temps, s'il vous plaît, 7 minutes. D'accord. Honorable jury, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un résumé de notre travail intitulé Syndrome d'activation macrophagique en pédiatrie. Pour ceci, nous allons suivre ce plan. Donc, commençons par une brève introduction avant d'exposer nos matériels et méthodes et nos résultats afin de les discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. En guise d'introduction, le syndrome d'activation macrophagique est une pathologie rare mais souvent mortelle. Il est caractérisé par des signes cliniques et biologiques peu spécifiques dont l'association doit faire évoquer le diagnostic. Il peut être d'origine primaire, regroupant les maladies héréditaires du système immunitaire avec activation lymphocytaire T et macrophagique, et les syndromes d'activation macrophagique secondaires survenant au cours d'affections néoplasiques, auto-immunes ou infectieuses. Donc, son pronostic reste sombre, d'où un diagnostic précoce et une prise en charge rapide sont essentiels. Nous avons mené une analyse rétrospective descriptive sur une durée de 8 ans, de 2016 à 2024, colligeant 12 cas de SAM hospitalisés et pris en charge au service de pédiatrie P au CHU de Mohamed VI de Marrakech. Dans notre série, 5 patients étaient de sexe féminin, soit 42%, face à 7 patients de sexe masculin, avec un sexe ratio de 1,4. L'âge moyen des patients était de 3 ans et 8 mois, avec des extrêmes allant de 6 mois à 10 ans. Cliniquement, la fièvre a été notée dans 100% des cas, une altération de l'état général chez 67% des cas, ainsi qu'une pâleur cutanéo-muqueuse, une splénomégalie dans 50% des cas, une hépatomégalie chez 42% des cas, une éruption cutanée chez 67% des cas, des signes hémorragiques chez 33,4% des cas. Une adénopathie a été notée chez 1 cas. Sur le plan biologique, une anémie a été retrouvée chez tous les patients, une thrombopénie chez 67% des cas, une leucopénie était présente chez 33,4% des cas, avec hyperleucocytose chez 33,4% des cas, une hypertriglycéridémie chez 75% des patients, 83,4% des patients avaient une hyperféritinémie et une cytolyse hépatique a été notée chez 50% des cas. Le myélogramme a objectivé la présence d'hémophagocytose chez 3 patients seulement.
Donc, le syndrome d'activation macrophagique a compliqué une AGI systémique chez 3 patients, une leishmaniose viscérale est confirmée chez 2 cas, un cas d'infection à CMV et un cas d'infection à SARS-CoV-2 et un cas de leucémie aiguë lymphoïde. Chez 4 patients, l'origine du syndrome d'activation macrophagique est restée indéterminée. Sur le plan thérapeutique, tous les patients ont bénéficié d'un traitement symptomatique à base de transfusion, antibiothérapie et antalgique, un traitement à base de glucantime, spécifique à base de glucantime ou amphotéricine B chez les patients présentant une leishmaniose et une corticothérapie a été administrée chez 7 patients. L'évolution était bonne chez 7 patients, cependant 5 patients sont décédés. Donc le profil clinique et biologique concorde avec les critères de HLH 2004 décrits dans la littérature. Donc, les étiologies retrouvées reflètent celles rapportées dans d'autres études, mais la leishmaniose viscérale apparaît comme une cause notable dans notre contexte marocain. Sur le plan thérapeutique, la corticothérapie reste la pierre angulaire en accord avec les recommandations internationales. Toutefois, l'absence d'accès aux biothérapies peut expliquer notre mortalité élevée, supérieure aux autres séries occidentales. Donc pour conclure, le syndrome d'activation macrophagique est une affection rare mais grave et souvent méconnue. Le diagnostic repose sur l'association de signes cliniques et biologiques non spécifiques et d'une hémophagocytose au myélogramme. La sévérité du pronostic impose une démarche diagnostique rigoureuse et une prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport au syndrome d'activation macrophagique? Une série de 12 patients présentés par le service de pédiatrie B. Comme vous avez remarqué, il n'y a pas de syndrome d'activation macrophagique primitif qu'on voit chez les enfants immunodéprimés, déficitaires primitifs surtout, parce que le service de pédiatrie B ne draine pas tout simplement les déficitaires, ils sont drainés dans le service de pédiatrie A. Et vous avez une question? Vous voulez intervenir? Question? Docteur Khannous? Oui. Parmi les causes virales, quelle est dans votre étude la cause la plus fréquente dans le syndrome d'activation macrophagique dans l'étude effectuée? Vous avez annoncé qu'il y a des causes virales parasitaires, mais dans les causes virales, il y a des virus qui sont plus... c'est-à-dire, il y a un risque d'un SAM. Si on veut contextualiser cette question, avec l'épidémie de la rougeole, nous avons eu pas mal de patients qui ont fait des syndromes d'activation macrophagique. Et ces patients, c'est des patients qui ont été traités par contre par les immunoglobulines. Et on a pu avoir un double objectif sur la rougeole elle-même et sur le syndrome d'activation macrophagique. Et il faut dire que nous avons toujours le problème pour les virus de la confirmation. Donc, malgré que c'est fréquent, la confirmation, elle est peu faite. C'est vrai, maintenant, avec la PCR, on confirme de plus en plus, mais on a toujours des problèmes pour la confirmation. Parce que souvent, on dit que
le BV est le virus le plus fréquent qu'on retrouve dans la littérature. Epstein-Barr virus. Il y a l'Epstein-Barr virus. Oui, qu'on trouve le plus fréquent vers la majorité. Il y a l'Epstein-Barr virus qui est responsable, très pourvoyeux de 40 à 45%. Mais je reviens à la question de la confirmation, le problème de la confirmation. On n'a pas toujours la possibilité de faire une confirmation pour voir ce qui se passe. Juste un petit commentaire pour les résidents. Il faut se rappeler qu'en rhumatopédiatrie ou l'infectiologie, vous avez 3 urgences, extrêmes urgences. Vous avez devant une fièvre prolongée, vous avez le choc septique, vous avez le PIMS ou le Kawasaki et vous avez le SAM. Donc, et c'est la seule indication où on peut démarrer directement une corticothérapie. En parallèle aussi, on fait un bilan étiologique. Donc n'hésitez pas à penser à ce diagnostic. Et surtout, un paramètre biologique qui est plus facile, qu'on peut le voir avant d'avoir les autres critères, et surtout les critères histologiques, c'est le fibrinogène. Si vous avez un syndrome inflammatoire très important, une VSRP très importante, avec fibrinogène qui est consommé, pensez au SAM, appelez l'enseignant, parce que c'est une urgence, le médecin, l'enseignant de garde, et discuter le SAM pour démarrer une corticothérapie, parce que le SAM peut tuer avant de voir un bilan étiologique. Merci. Juste pour les résidents, quand vous avez un malade qui présente un problème infectieux qui est en hyperleucocytose et qui du jour au lendemain, il ascensionne sa fièvre plus qu'il l'était avant et il diminue son taux de blanc, pensez au SAM. Et c'est la même chose quand vous avez des maladies immunologiques. Donc les maladies immunologiques, une fièvre qui démarre du jour au lendemain, qui n'était pas avant, ou là, quand il diminue son taux de globules blancs avec une ascension du syndrome inflammatoire. Et il faut insister aussi, nous avons le fibrinogène, nous avons donc les marqueurs, mais n'oubliez pas aussi que le bilan lipidique est perturbé en matière de SAM. Oui, docteur Adnani. Chère assistance, honorable jury, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à notre travail. C'est avec un grand honneur que je vais vous présenter un résumé de notre étude intitulée « Bactériémie à Pseudomonas aeruginosa chez le nouveau-né à propos de 10 cas ». À cette fin, nous adopterons le plan suivant. Après une brève introduction, nous présenterons en détail nos matériels et méthodes, exposerons nos résultats, les analyserons dans notre discussion avant de conclure. En guise d'introduction, Pseudomonas aeruginosa est une bactérie gram-négative, non fermentative, largement répandue dans l'environnement. En réanimation néonatale, elle représente un pathogène opportuniste, redoutable, responsable d'infections nosocomiales graves. Ces infections se caractérisent par une résistance élevée aux antibiotiques et une morbimortalité importante. Chez le nouveau-né, particulièrement vulnérable, la prise en charge thérapeutique reste un défi majeur. Pour éclairer cette problématique, la présente étude a pour objectif d'analyser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des infections à Pseudomonas aeruginosa en réanimation néonatale afin d'orienter les pratiques cliniques. Pour réaliser notre étude, nous avons mené une étude rétrospective descriptive réalisée au sein du service de réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 4 ans, entre janvier 2020 et août 2024. Elle inclut les patients hospitalisés ayant présenté une infection nosocomiale confirmée par une hémoculture positive à Pseudomonas aeruginosa et supporte sur une population de 10 cas. Nos résultats étaient comme suit. 75% des nouveau-nés étaient des filles, dont la plupart étaient des nouveau-nés à terme avec un poids de naissance supérieur à 2,5 kg. 88% de ces nouveau-nés avaient une voie veineuse périphérique et 62,5% étaient sous support ventilatoire. En ce qui concerne la symptomatologie clinique, elle était dominée par les pics fébriles observés chez 25% des patients, la bradycardie également retrouvée dans 25% des cas, le sclérème et l'ectyma gangrénosum étaient rapportés chacun chez 12,5% des patients. Sur le plan biologique, 70% des nouveau-nés avaient une hyperleucocytose à prédominance neutrophile
Par ailleurs, une thrombopénie était présente dans 60% des cas et la CRP était positive dans 90% des cas. Toutes les souches de Pseudomonas aeruginosa isolées étaient sensibles à la ciprofloxacine, au méropenem, à l'imipénem et à la coulistine. La sensibilité était de 85% pour la lévofloxacine et la cefepime, de 75% pour la piperacilline tazobactam et la ceftazidime, et de 67% pour la gentamicine. Une bithérapie associant l'imipénem et la mécacine a été utilisée chez 63% des patients. L'évolution a été marquée par l'amélioration dans 75% des cas. Nous allons maintenant discuter nos résultats à la lumière d'autres études. Dans notre étude, les principaux facteurs de risque étaient l'utilisation des supports ventilatoires et des voies veineuses périphériques. Les autres facteurs identifiés par Mark et Hall incluent l'utilisation d'antibiotiques, la durée de traitement antibiotique avant l'apparition d'une hémoculture positive, le contact avec certains membres du personnel soignant, le port d'ongles artificiels chez les soignants, les transfusions sanguines, l'administration intraveineuse de nutriments ou d'électrolytes, ainsi que l'exposition à des cathéters veineux ombilicaux. Le taux de mortalité globale chez nos patients était de 25%. Ce taux de mortalité relativement élevé est similaire à celui rapporté par Pilmis et Hall et Kenji et Hall. Cependant, quelques études ont décrit une mortalité plus élevée. En regardant notre série et en la comparant à différentes autres séries, on constate que généralement les molécules qui conservent une bonne activité sont les carbapénem, notamment l'imipénem, la méropenem, les fluoroquinolones, la ciprofloxacine, la lévofloxacine, les bêta-lactamines anti-pseudomonas, la piperacilline tazobactam, la ceftazidime, certains aminosides, amikacine, gentamicine, tobramycine. Les taux de sensibilité varient selon les contextes épidémiologiques et les pressions de sélection locale. En guise de conclusion, les résultats soulignent que Pseudomonas aeruginosa est une menace nosocomiale majeure en réanimation néonatale, nécessitant des stratégies thérapeutiques adaptées en collaboration étroite entre néonatologistes et hygiénistes et l'intérêt d'un traitement par une association carbapénem-aminoside. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je demanderai à Dr Belkadi de passer pour préparer la présentation sur la déclaration obligatoire aux maladies à déclaration obligatoire en pédiatrie, une série hospitalière de 1200 cas de CHU de Rabat. Et en même temps, on discutera pour ne pas perdre de temps la communication sur le Pseudomonas. Oussed Abou Saad. Merci beaucoup pour la communication sur le Pseudomonas. Deux petites demandes de précision. Est-ce que vous avez remarqué que ça touche surtout les enfants victimes de dénutrition à l'hôpital, quand vous avez un enfant qui séjourne pendant très longtemps et il perd de sa masse? Est-ce que c'est un facteur favorisant ou pas? Deuxièmement, est-ce que vous avez une idée sur le bébé ou les bébés qui ont eu une complication type eczéma, gangrènosome? Oui. La personne qui est présentée, elle est où? Est-ce que vous avez un élément de réponse? Micro, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre question. Pour la première question, malheureusement, pour la nutrition, on n'a pas vraiment assez d'informations sur l'état nutritionnel des nouveau-nés. Sinon, pour l'eczéma gangrènosome, était constaté chez 2 patients. On a une série de 10 cas. C'est 10 cas qu'on a constatés dans 4 ans. Seulement 2 patients étaient présentés l'eczéma gangrènosome. Oui, c'était favorable. Oui. Si je peux intervenir, parce que nous drainons des malades qui ont déficit immunitaire, et nous avons souvent, comme circonstance de découverte d'un déficit immunitaire, qu'il soit primitif,
notamment le VIH, au primitif, au secondaire, le VIH, on a un ictéma gangrénosome. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'ictéma, il faut aller systématiquement vers un bilan de déficit immunitaire, en commençant par la sérologie VIH systématiquement. Parfois, c'est le premier symptôme révélateur. On a vécu des situations comme ça. Mais avant d'arriver là, moi, je veux lancer un message. Quand on suspecte l'ictéma, il faut mettre d'emblée de la ceftazidime plus amicacine ou à défaut des quinolones plus amicacine. Il ne faut pas attendre l'évolution, on va perdre du temps et la perte de substance risque de laisser des cicatrices vraiment qui sont difficiles à traiter. Par rapport à l'évolution, nous avons une dizaine de cas d'ectéma. Il faut dire qu'avec le traitement antibiotique et avec les soins qui ont un intérêt capital, on a une bonne évolution. Sauf pour des cas pris en charge tardivement, on a eu des cas de nécrose des organes génitaux, parce que le malade a traîné, parce qu'on n'a pas fait le diagnostic. Mais il y a une chose que maintenant, à l'échelle internationale, et qui est appliquée, c'est l'application du miel. Maintenant, nous, systématiquement, à côté de l'antibiothérapie et les soins habituels, il y a le miel de Thym qu'on applique. Et on a des résultats qui sont vraiment très, 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 très bons. C'est-à-dire c'est le miel de Thym. C'est le miel de Thym. Et ça donne des résultats vraiment spectaculaires. Ce n'est pas de la médecine traditionnelle. C'est une expérience à l'échelle internationale, vécue. Maintenant, les publications, mettez ectéma, vous allez trouver des articles publiés avec des évolutions parfois vraiment, vraiment très favorables. Donc, c'est l'antibiothérapie et les soins locaux. Maintenant, je reviens à ma question principale. Parce que moi, quand j'étais résident, j'ai démarré, pour moi, l'infection cutanée, c'est le staph. Maintenant, quand je vais voir une infection, comment je peux dire, avant qu'elle arrive, ou une atteinte cutanée, au stade de nécrose et de perte de substance, que c'est très probablement un ectéma et un pseudomonas derrière? Il y a un caractère sémiologique. Le plus souvent, la localisation est périorificielle, c'est-à-dire à côté de la bouche ou à côté de la région périanale. Et comme ça, parce que l'évolution est rapide. Sur 24 heures, vous passez d'un nodule à de la perte de substance et à la nécrose. Donc, quand on voit ce caractère sémiologique, si vous avez senti le déficit immunitaire parce qu'il y a un historique très chargé, c'est un argument de plus. Sinon, il faut y aller quand même et faire par la suite le bilan de déficit immunitaire. Je pense qu'on passe la parole au professeur Malaïnine, immunotologue. Oui. Merci, Oussad Babahoui. Donc, je remercie le professeur Aboussad de la question qui a été posée. La première, c'est la dénutrition. Oui, on ne peut pas cacher donc la réalité que les nouveau-nés sont dénutris parce que l'allaitement maternel n'est pas démarré immédiatement, la maman n'est pas présente, on n'a pas d'alimentation parentale, et donc c'est un facteur favorisant de l'infection et de l'immunodépression qui va aussi donc favoriser ce type d'infection nosocomiale. Ça, c'est pour la première réponse. Le deuxième élément concernant donc l'évolution des lésions, donc vous avez soulevé donc un nouveau-né qui a été traité par le miel aussi au service, mais c'était pas avec le pseudomonas, donc c'était un autre donc germe qui a été bien évolué, qui a été transféré de la région de la Sarna, d'accord, de l'hôpital provincial, et qui a bien évolué ce traitement. C'était donc une infection nosocomiale. Le troisième élément qu'il faut ajouter à la conclusion, c'est la collaboration étroite avec les microbiologistes, donc avec le professeur Sola, qu'on nous remercie vivement. Donc, on arrive quand même à faire un diagnostic précoce et sauver ce qu'on peut sauver, parce que ce sont des nouveau-nés qui sont fragiles. Il faut démarrer rapidement et Dieu merci donc qu'on n'a quand même que 25% de mortalité. Je vous remercie. S'il n'y a pas de... Oui. S'il vous plaît, micro pour le monsieur. Alors, la question que moi je me pose à propos de l'infection nosocomiale, tout le monde sait que Pseudomonas est un germe redoutable, bien sûr. Alors, au vu de cette étude, quelles sont
ce que font vos hygiénistes en ce qui concerne un bilan d'entrée, puisque vous pouvez mettre en place une antibiothérapie, c'est de l'escalade, ça. On peut passer d'un pseudomonas à une serratia, une klebsiella, etc. Le bilan d'entrée dans ce contexte, est-ce qu'il est fait? Même si moi je n'opterai pas pour l'application du miel, parce que sinon les parents vont vous dire qu'ils ont déjà appliqué le miel lorsqu'ils vont s'en approprier. La question qui se pose actuellement, c'est que comment on va irradier ce pseudomonas? Est-ce qu'il vient de l'extérieur ou alors c'est l'hôpital qui va l'exporter? Monsieur Malaini. Merci de cette question. Donc, pour le pseudomonas, donc, juste à votre information, on a fait donc, une étude en 2017 sur donc, les bactériémies à la démission. Ce qui a été démontré, c'est que ce sont des germes de la maternité de la maman. Donc il faut revenir à la maman, qu'est-ce qu'il a pris auparavant. Donc, ce sont des antibiotiques qui sont prescrits à tort à travers. Parfois, ils sont donnés par le technicien à la pharmacie. Et ça, donc il va modifier la flore intestinale, il va exposer donc, le nouveau-né à des germes donc, multirésistants. C'est un travail qui a été fait, qui a été publié. Pour la deuxième remarque concernant le miel, donc le miel, donc, ça a été démontré qu'il a ses effets. En plus, on revient à la littérature. Donc juste, il faut communiquer, comme donc, vous avez soulevé l'intérêt de la communication dans une de vos présentations. Il faut aussi communiquer avec les parents. Mais aussi, il faut arrêter de donner des antibiotiques aux mamans qui sont enceintes sans avis spécialisé. Je vous remercie. Bien sûr, l'hygiéniste, il fait son travail. À chaque fois qu'on a une infection, donc le CLIN, donc Comité de lutte contre l'infection nosocomiale, a été averti. Il y a donc une enquête et bien sûr le bilan des entrées et des sorties. Parfois, donc, on a des solutions de désinfection et même chercher donc, la source de cette infection nosocomiale. Je vous remercie. Merci, professeur Malainen, pour cette précision. Donc, faute de temps, on enchaîne avec les deux dernières communications, donc la déclaration obligatoire. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de vous présenter notre sujet intitulé « Les maladies à déclaration obligatoire en pédiatrie » à partir d'une série hospitalière de 1208 cas colligés à l'hôpital d'enfants de Rabat sur une durée de 4 ans. Ce travail a été réalisé sous la supervision de professeur Mharaoui, chef de service de pneumologie et d'infectiologie pédiatrique, que je remercie. Alors, ma présentation suivra un fil simple. D'abord, l'introduction et les objectifs. Ensuite, la méthodologie, puis les résultats principaux. J'enchaînerai après avec les constats et recommandations avant de conclure. Les maladies à déclaration obligatoire constituent de véritables sentinelles de santé publique qui permettent de repérer, d'alerter et d'agir rapidement. Elles regroupent des maladies soit à fort risque épidémique comme la rougeole ou la coqueluche et d'autres à forte létalité comme la méningite et la rage. Déclarer ces maladies constitue un outil de surveillance indispensable et de riposte rapide. Notre objectif était de dresser le profil épidémiologique des maladies à déclaration obligatoire hospitalisées à l'HER, d'en analyser les principales caractéristiques et les facteurs de gravité afin d'orienter les stratégies de santé publique. Pour ce qui est des matériels et méthodes, nous avons conduit une étude rétrospective descriptive entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2025, soit une durée de 4 ans, incluant les patients hospitalisés au niveau d'un des services de l'hôpital d'enfants de Rabat, ayant fait l'objet d'une déclaration. Les données proviennent des fiches de déclaration obligatoire qu'on a obtenues auprès de l'unité de veille et de surveillance épidémiologique de notre hôpital. Pour ce qui est des résultats, je tiens à préciser que comme les données sont vraiment nombreuses, il y a plusieurs pathologies, je vais me concentrer uniquement sur quelques données vu le temps qui m'est alloué. Alors, sur la période étudiée, nous avons colligé 1208 cas de maladies à déclaration obligatoire. Les pathologies les plus fréquentes, comme vous voyez, sont tout d'abord la méningite, qui vient en premier avec 42% des cas, suivi de la tuberculose, 12%. La Covid-19 et la rougeole viennent après avec 1/10 des cas chacune. Nous avons également recensé plusieurs cas de VIH, de coqueluche et de paralysie flasque aiguë,
ainsi que d'autres maladies en nombre plus limité, comme la rage, le tétanos ou encore la leishmaniose, l'hépatite A. Donc, il y a plusieurs maladies. Alors, globalement, comme vous voyez, on observe une augmentation des maladies à déclaration obligatoire en 2024. Seule la coqueluche montre une tendance à la baisse et bien sûr la Covid-19 qui poursuit sa diminution progressive d'année en année avec actuellement très peu de cas. Tandis que pour la rougeole, elle apparaît en 2024, comme on voit, il n'y avait aucun cas avant, donc elle a revu le jour en 2024. Pour ce qui est de l'âge moyen, les méningites, la tuberculose et la Covid-19 ont une moyenne d'âge entre 3 et 5 ans. À l'inverse, la paralysie flasque aiguë et la rage touchent les enfants un peu plus âgés, avec une moyenne d'âge entre 6 et 9 ans. Au total, nous avons recensé 104 décès, soit 8,6% de l'ensemble des patients. Pour la létalité, comme vous voyez, elle est variable. Elle varie de 8% pour la méningite et la tuberculose, 11% pour la Covid, 12% pour le VIH, mais la rage reste particulière, sa létalité est de 100%. Une fois les symptômes déclarés, c'est fatal, il n'y a aucun remède. Ce tableau résume les données essentielles, mais je ne vais pas m'y attarder. Je passerai directement aux résultats marquants de quelques pathologies que je vais vous présenter sous forme de flash. Alors, chez les patients décédés par méningite, les germes les plus fréquemment retrouvés sont le Mycobacterium tuberculosis, suivi du méningocoque, puis du pneumocoque. 2 patients décédés par la méningite à pneumocoque étaient non vaccinés. Un seul était partiellement vacciné et 2 étaient correctement vaccinés dû à d'autres sérotypes. Et les cas de méningite à hémophilus à influenzae étaient tous les 2 non vaccinés. On a fait une analyse bivariée qui a montré que la mortalité est associée à l'âge inférieur à 2 ans, à la méningite tuberculeuse et au retard de consultation, à la gravité du tableau. Donc, puisque le petit p est inférieur à 0,05, c'est une association statistiquement significative. Pour ce qui est de la tuberculose, comme on voit, la forme pulmonaire représentait plus de la moitié des cas, mais la mortalité concernait surtout les formes multifocales et neuroméningées. L'analyse bivariée a confirmé une association entre les décès et le type de la tuberculose, et il n'y avait pas d'association significative entre l'âge et le décès. Pour ce qui est de la coqueluche, nous avons recensé 49 cas, dont 73% des filles, donc c'était majoritairement des filles, avec une moyenne d'âge de 53 jours. Concernant la rage, malheureusement, tous les cas recensés sont malheureusement décédés, soit une létalité de 100%. Il s'agissait à 93% de garçons, avec un âge moyen de 9 ans. Tous étaient mordus par des chiens et tous n'ont pas eu de prophylaxie post-exposition. Pour le VIH, la transmission était quasi exclusivement materno-fœtale. On avait un seul cas d'une relation sexuelle non transmissible, mais tout le reste, c'était materno-fœtal, avec des co-infections fréquentes, surtout pour la tuberculose. Alors, ces résultats nous permettent de dégager plusieurs constats importants qui orientent directement des recommandations pour la pratique et la santé publique. Alors, l'augmentation globale des maladies à déclaration obligatoire en 2024 impose de consolider nos systèmes de veille épidémiologique et de maintenir des actions préventives ciblées, à savoir la vaccination, la sensibilisation des familles au recours précoce aux soins et surtout la prophylaxie adaptée dans des situations à risque. La diminution des cas de coqueluche en 2024 appelle à maintenir l'effort vaccinal, à renforcer l'éducation parentale et scolaire, surtout au niveau des crèches. Et aussi, on a vu qu'il y avait une prédominance féminine, donc pourquoi pas conduire des études ciblées pour voir est-ce qu'il y a des facteurs hormonaux ou biologiques qui expliquent cette prédominance. Pour la rougeole, comme vous voyez, les mesures entreprises ont porté leurs fruits avec une disparition récente des cas. Donc ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois qu'il n'y a plus de cas chez nous en tout cas. Je passerai rapidement. Pour la méningite à méningocoque, on a remarqué qu'il y avait une hausse des décès ces dernières années. Donc, d'où l'importance d'intensifier la sensibilisation du grand public, de garantir la disponibilité des antibiotiques et prophylaxie pour les contacts, et surtout de plaider pour l'introduction du vaccin méningocoque B, puisque c'est le méningocoque B qui est le plus fréquent au Maroc, et malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccin.
Alors, je passerai. Pour le VIH pédiatrique, on a vu qu'il était en hausse et dominé par la transmission materno-fétale. Donc, ça rappelle l'urgence du dépistage systématique de toute femme enceinte. Aussi, le traitement antirétroviral maternel et la prophylaxie néonatale. Pour finir, la rage est en augmentation et reste une maladie à létalité de 100%. La prévention repose d'abord sur le contrôle des chiens errants. On peut les vacciner. Ensuite, toute exposition doit impérativement être suivie d'une prophylaxie post-exposition initiée le plus tôt possible. Malheureusement, il y a encore des enfants et des parents qui ne le savent pas. D'où la nécessité de sensibiliser les parents et les enfants pour cette cause. Et pour finir, ce travail constitue une première étape dans la compréhension des maladies à déclaration obligatoire pédiatrique à Rabat. Il doit ouvrir la voie à des études encore plus larges et multicentriques. Mais surtout, s'il vous plaît, au-delà des chiffres, il rappelle que les données hospitalières peuvent devenir de véritables signaux d'alerte, conformément au modèle international Data to Action. Et l'objectif ultime reste clair, mieux prévenir, mieux traiter et sauver plus d'enfants. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Micro, s'il vous plaît. Merci Madame Belkhadi pour cette excellente présentation. En fait, un petit rajout, c'est par rapport à la coqueluche. Je pense que là, il y a les recommandations internationales qui recommandent à vacciner la femme enceinte et je pense que là, il faudra essayer d'établir ça au Maroc. Et la deuxième chose, c'est une question que je pose aussi à la salle pour mes confrères dans le secteur privé, c'est qu'on est un peu démunis pour déclarer ces infections et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer par rapport à la méthode et par rapport à quel poste contacter, qui contacter, comment on fait, parce que franchement, moi personnellement, on ne déclare rien du tout. Micro. Merci beaucoup. Je vous félicite, Madame, qui a exposé cette approche de la population hospitalière qui, effectivement, en matière de déclaration obligatoire, est un apport énorme pour gérer toute pathologie. Pour la question qu'a posée le confrère, à l'échelle d'Agadir, il y a un site qui est fait par région. C'est un site Internet qui est accessible par certainement dans votre région, où vous faites des déclarations par Internet. Et ça marche bien et c'est interactif, c'est-à-dire à ce que vous aurez déclaré, vous aurez un suivi et puis ça répertorie pratiquement tous les cas de la région. C'est déjà un premier pas parce qu'avant, si vous vous rappelez, on avait des carnets roses qu'on remplissait et qu'on envoyait au ministère de la Santé. Mais maintenant, il y a par voie électronique un moyen de déclarer dans chaque région. Merci. Juste, j'appelle le docteur Rada pour... Radi. Oui, pardon. Juste une petite remarque à propos de ce travail très intéressant. Vraiment, c'est alarmant, c'est choquant. Et de voir qu'au Maroc, on a toujours les pathologies infectieuses. Alors, à un certain moment, on parle qu'on a quand même la pathologie infectieuse a diminué, commencé à diminuer, mais ces chiffres, et surtout à Rabat, la capitale, 500 méningites, c'est beaucoup sur 5 ans. Vous avez 8% de décès, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à Rabat? Je ne sais pas. Nous, à Oujda, on n'a pas ce taux de méningite. 500 méningites, ça veut dire 100 méningites par an. Et ça veut dire 100 cas de méningite par mois. Ouais, c'est beaucoup, hein? Oui, c'est David. Oui. Merci, Monsieur Babarouya, pour cette remarque. Je remercie déjà Khadija d'avoir investi dans ce travail. C'est elle qui a voulu le faire. Pour les méningites, ce n'est pas des méningites bactériennes. Vous savez, les méningites probablement bactériennes. Non, c'est des méningites qui ne sont pas confirmées. Et j'adhère à votre remarque. Les méningites ont nettement diminué. Il faut s'en féliciter. Il y a une petite réémergence de quelques méningites à méningocoques en ce moment, de pneumocoques ces derniers temps, ces derniers mois. Mais non, ça n'a pas augmenté. C'est juste
toutes les convulsions qui ont le petit. Vous faites beaucoup de PL, c'est ça? Et voilà, ils font de la PL. Et puis, on est aussi un grand centre à Rabat. C'est 4 étages, 4 services d'admission chaque semaine. Donc, c'est pour ça que ça donne ce biais de recrutement. Mais voilà, il faut les prendre en fonction de ce CHU qui a quand même qui prend le maximum d'hospitalisation. Au service de P1, on hospitalise 500 malades par mois. 22, 23, 40, des fois en période épidémique au service de P1. C'est juste un biais de recrutement, c'est tout. Merci. Si vous permettez, je veux revenir à la question sur la déclaration. Maintenant, si on veut transformer le titre de la communication intéressante pour dire, voici, vous avez dit maladie à déclaration obligatoire, mais quel est le pourcentage de ces maladies qui ont été vraiment déclarées? Je pense qu'il y a un grand problème de déclaration. Et je vais vous dire, nous en général, je parle de manière générale, on déclare surtout les maladies où on a besoin de traitement de la part du ministère, de la part du SIAP, de la part comme la leishmaniose par exemple. On va trouver que la majorité des leishmanioses, ils sont déclarés. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du traitement. On va envoyer la déclaration. Et pour la question sur le lieu de déclaration, c'est le SIAP. Il y a des personnes, il y a un bureau responsable de déclaration. Au niveau du CHU, maintenant, ils sont en train d'activer, de stimuler ça. Il y a des unités qui sont responsables de la déclaration. Ils peuvent même passer une fois par semaine pour voir est-ce qu'il y a un Guillain-Barré, est-ce qu'il y a une maladie à déclaration obligatoire. Donc c'est un vrai problème. Et le problème, encore pire, c'est que parfois cette déclaration, elle devient vitale. Ce n'est plus un problème administratif. Je donne un exemple. Le méningo. Vous avez quelqu'un que vous avez admis pour méningite à méningo. Maintenant, ici, la déclaration est une urgence. Parce que si vous laissez tomber la déclaration, vous avez très bien pris en charge cet enfant. Le lendemain, 2 jours après, vous allez recevoir un purpura fulminans. Nous sommes responsables. Parce que j'avais un moyen pour anticiper. Parce que si cet enfant avait reçu la prophylaxie parce que la déclaration était bien faite, il n'allait pas venir pour un problème. Et donc, parfois c'est vital. Ce n'est pas tout simplement une question administrative. Et je vous donne l'exemple. C'est vrai, nous, au CHU, on a une petite facilité, mais pour le méningo, par exemple, ce n'est plus une déclaration classique. C'est le téléphone. On appelle pour dégager notre responsabilité. Vous pouvez voir comment les choses peuvent évoluer. Il ne faut pas sous-estimer cette déclaration. Et l'impact, comme vous avez dit, l'impact sur la politique de santé, sur les ripostes, c'est très important. Et nous sommes des mauvais déclarateurs. Je peux l'avouer, mais il faut qu'on résout ce problème. Donc là, le bureau de déclaration, c'est le SIAP. C'est au niveau du SIAP. Vous avez des personnes qui sont responsables. Vous pouvez envoyer votre déclaration, mais vous devez avoir un carnet à souche. Un carnet où il y a des renseignements préétablis, des choses comme ça. Moi, je vous parle des vécus de 30 ans de pédiatrie dans le privé. D'accord? Donc, ce n'est pas une réflexion simple, une réflexion légère. Et moi, j'ai posé la question à la salle pour savoir, pour les méningites de façon particulière. Les méningites, vous savez que c'est un mot qui fait peur aux familles, oui. Et que quand on a un enfant scolarisé, il y a toute l'école, et donc forcément, il y a une enquête, et il y a une prophylaxie, il y a des choses qui se font pour la méningite. Mais pour les cas de coqueluche, par exemple, j'en reçois, j'hospitalise. Moi, ma question, elle est toute simple, c'est une question innocente. Est-ce qu'il y a des endroits, là, au niveau d'Agadir, et je vous félicite, franchement, je suis content que vous avez un site où vous pouvez, peut-être qu'il y en a à Rabat, mais on n'a pas été informé. Et ça pour dire que au niveau de l'État et au niveau de l'hôpital de Rabat, il y a un service qui s'occupe de ces déclarations, mais la médecine privée et la pédiatrie privée doivent avoir le renseignement, doivent avoir un site, ils doivent avoir l'information. C'est ça ce qui est important. Et c'est ça ce que j'ai posé comme question. Mais pour la méningite, et je le répète, un enfant qui a une méningite dans une classe, même une méningite virale, il y a toute l'école, on a les coups de fil, on a les parents qui appellent. Donc ça, en fait, la déclaration se fait de façon obligatoire, rapide, et même les autres canaux, notamment l'école, prennent en charge cette affaire. Donc la méningite, c'est particulier, mais la coqueluche, la rougeole, tout ça. Et je ne sais pas, je n'ai pas eu ma réponse par rapport à Rabat, je ne sais pas s'il y a des gens ici sur Rabat qui peuvent m'éclairer par rapport à ce... Oui, Madame Hafez. Oui, il y a un numéro de téléphone de la 2LM sur lequel il faut appeler pour déclarer tout ce qui est méningite, tout ce qui est... Parce que, en fait, pour les déclarations obligatoires, il y a les déclarations rapides urgentes.
dans l'heure qui suit. C'est justement pour ce qu'a dit le professeur Rada pour la chimioprophylaxie et la prévention de l'atteinte secondaire. Mais il y a aussi des pathologies qu'il faut déclarer sur la semaine. Déclaration hebdomadaire, c'est-à-dire vous pouvez, dans votre cabinet, il faut récupérer hépatite virale A, coqueluche, rougeole, vous rassemblez les malades et vous envoyez, vous appelez ce site. Il y a aussi un site internet, parce qu'à Rabat, c'est ce qu'on fait. Hein. Il y a l'appel téléphonique, il y a le site sur lequel on remplit la notification par rapport à notre malade. Et il y a aussi l'agent de la 2LM qui passe de façon presque journalière, parce qu'on a un service d'infectiologie qui reçoit chaque jour, et ça permet de mettre à jour tout ce qui est déclaration. Nous sommes en retard de 30 minutes, s'il vous plaît, excusez-moi. On passe à la dernière communication. Donc sur l'exsanguinotransfusion, l'équipe de Marrakech, vous avez... Oui. Bonjour tout le monde. J'enchaîne avec la deuxième présentation intitulée l'exsanguinotransfusion néonatale, l'expérience du service de réanimation néonatale au CHU Mohamed VI de Marrakech. Donc, pour cela, on va adopter le plan IMRAD. Donc, en guise d'introduction, l'exsanguinotransfusion néonatale est une procédure thérapeutique de recours indiquée principalement dans le traitement des hyperbilirubinémies sévères et des maladies hématologiques néonatales. L'exsanguinotransfusion repose sur l'échange progressif de la masse sanguine du nouveau-né, éliminant en même temps une grande partie de la bilirubine non conjuguée et les globules rouges pathologiques ou recouverts d'anticorps maternels, ainsi que les anticorps circulants lors d'incompatibilité photomaternelle. Malgré son efficacité, l'exsanguinotransfusion n'est pas dénuée de risques, incluant des complications métaboliques, hémodynamiques et infectieuses, ce qui impose une indication stricte et une réalisation dans un environnement hautement spécialisé. Le but de cette étude est d'analyser les modalités techniques de l'exsanguinotransfusion, ses indications, ses complications et son pronostic. C'est une analyse rétrospective descriptive portant sur 21 nouveau-nés hospitalisés et pris en charge au service de réanimation néonatale sur une durée de 2 ans et demi. Donc, nos résultats sont comme suit. 71,5% des nouveau-nés étaient de sexe masculin, avec un sexe ratio de 2,5. Le poids de naissance moyen était de 2,9 kg. L'âge gestationnel moyen était de 38,3 semaines d'aménorrhée. La principale indication retenue était l'hyperbilirubinémie, dans 95% des cas, avec un cas de coqueluche maligne. 85% des hyperbilirubinémies étaient dues à une incompatibilité dans le système Rhésus et 10% à une incompatibilité au AB, avec un test de Coombs positif dans 75% des cas, douteux dans 5% des cas. Parmi les parturientes ayant un Rhésus négatif, une seule a reçu le sérum anti-D. La majorité des nouveau-nés ont bénéficié d'un cathéter veineux ombilical, sauf dans un cas où la veine ombilicale n'était pas accessible. Biologiquement, la bilirubine totale sérique avant la réalisation de l'exsanguinotransfusion était en moyenne à 611 micromoles par litre, passé de manière significative à 294 micromoles. Ainsi pour l'hémoglobine qui est passée de 9,9 à 12,4. La principale complication notée dans notre série était une thrombopénie chez cette patient, avec une infection nosocomiale chez 4 patients, une hypocalcémie chez 3 nouveau-nés, une deuxième hospitalisation pour transfusion chez 2 nouveau-nés. L'évolution a été bonne chez 86% des cas, cependant 14% des patients sont décédés. Donc, parlons un peu de la technique. Donc, l'échange se fait avec du sang total reconstitué à partir du culot globulaire de groupe O frais. Donc, le sang total doit avoir une hématocrite de 45%. Le volume échangé est de 140 à 160 ml par kilo, soit 1,5 à 2 masses sanguines. Les volumes mobilisés à chaque échange sont au maximum de 5 ml par kilo. Il est conseillé de commencer par des échanges de 2,5 ml par kilo. Et si la tolérance est bonne, augmenter les volumes échangés.
Plus les échanges sont lents, plus l'élimination de la bilirubine est efficace. Les produits sanguins labiles doivent être utilisés dans les 6 heures après la réception. La durée minimale de l'acte est de 1h30 à 2h, donc avec un monitorage cardio-respiratoire continu pendant le geste et la réalisation d'un bilan à la fin du geste. Et l'alimentation à reprendre prudemment dans les 6 heures à 8 heures qui suivent le geste. Pour les indications, les incompatibilités dans le système Rhésus s'observent chez l'enfant Rhésus positif né d'une mère Rhésus négative. Donc l'incompatibilité anti-D est la plus grave. Dans notre série, les incompatibilités Rhésus représentaient 85% de l'ensemble des étiologies, des résultats qui dépassent ceux de la littérature, ce qui peut être expliqué par les faibles taux d'utilisation du sérum anti-D chez les femmes Rhésus négatives. Pour les complications, donc la mortalité, il varie de 0,4 à 5% dans les autres études. Plusieurs complications allant de 8 à 40% chez les nouveau-nés n'ayant pas d'autres pathologies associées. Donc, au premier rang des complications, on trouve les désordres métaboliques ou hématologiques, en particulier la thrombopénie, qui est en général transitoire et résolutif dans les 24 heures à 48 heures. Des complications plus graves à type d'hypothermie, de bradycardie, d'apnée, de défaillance cardiaque et des complications liées au cathéter, des thromboses, un vasospasme, une embolie gazeuse sont possibles et doivent être dépistées le plus tôt possible. Pour conclure, l'exsanguinotransfusion néonatale, bien que de moins en moins pratiquée grâce au progrès de la photothérapie intensive et à la prévention d'incompatibilité fœto-maternelle, demeure une thérapeutique indispensable, notamment dans les situations d'hyperbilirubinémie sévère. Cependant, son caractère invasif, ses risques de complications et la rareté de son indication imposent impose une expertise technique, une organisation rigoureuse et une coordination multidisciplinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense une seule question, s'il vous plaît, parce que nous sommes un problème de timing, de temps. Juste pour les indications parfois des immunoglobulines, dans la Commission nationale de l'utilisation des immunoglobulines, cette indication n'est pas prioritaire. Il n'est pas prioritaire même dans beaucoup de pays. Donc à chaque fois qu'on reçoit beaucoup de demandes pour avoir des immunoglobulines dans cette indication, ce n'est pas une indication vraiment prioritaire parce qu'il y a une autre alternative que l'exsanguinotransfusion. Vraiment, on laisse les immunoglobulines, par exemple, pour les déficits immunitaires ou pour les autres pathologies. Voilà. Donc, في الختام كنشكر جميع الحضور وجميع الأساتذة والأطباء الداخليين والمقيمين. تبارك الله عليكم، كانت حصة ممتازة جدا، وحاولنا نتعرفوا على جميع المصالح اللي عندنا في المغرب الكبير، من العيون للوجدة لطنجة. انتم الآن معروضون لواحد الحفلة شاي. Yalla, on fixe un rendez-vous à 19h pour la séance d'ouverture. Merci à vous.